Dans un monde où tout se monnaie, Élodie Sinclair ne laisse jamais place à l'incertitude. Héritière d'un empire financier, elle a construit sa réputation sur le contrôle absolu, dictant sa vie comme un jeu d'échecs où chaque pièce doit être parfaitement placée. Pourtant, alors qu'elle approche de ses 30 ans, la pression familiale et médiatique se fait écrasante, il lui faut un fiancé. Pas par amour, bien sûr, juste une illusion parfaite pour préserver son pouvoir. C'est alors qu'elle croise Malik, un sans-abri au regard brûlant d'un passé trouble. Un inconnu sans attache, sans identité solide, une page blanche sur laquelle elle peut écrire son histoire. Elle lui propose un pacte insensé, devenir son fiancé pendant 1 an, contre 1 million d'euros et une nouvelle vie. Mais ce qui commence comme une transaction froide et calculée se transforme rapidement en un jeu dangereux où le mensonge flirte avec la vérité. Malik n'est pas aussi docile qu'elle l'imaginait. Et Élodie, elle-même, pourrait découvrir que certains contrats ne se rompent pas si facilement. La pluie s'abattait violemment sur la ville, transformant les rues en miroirs liquides où se reflétaient les lumières pâles des lampadaires. Malik resserra son manteau élimé autour de lui, frissonnant sous l'humidité glaciale qui s'infiltrait jusqu'à ses os. Il errait depuis des heures, cherchant un abri pour la nuit, mais les porches étaient déjà occupés par d'autres sans-abri. L'hôtel de luxe devant lequel il s'arrêta n'était pas un refuge, mais un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. Il s'appuya contre le mur, évitant les regards méprisants des passants pressés. Il savait qu'il dérangeait, que son apparence détonnait dans ce quartier où tout respirait l'opulence. Pourtant, il ne bougea pas. Il était épuisé, et la pluie battante l'empêchait de continuer sa route. Une voiture noire s'arrêta brusquement devant l'entrée de l'hôtel. Une femme en descendit, abritée par un parapluie tenu par un chauffeur en uniforme. Son manteau crème semblait défier la pluie, tout comme son allure imposante. Elle marchait d'un pas assuré vers l'entrée, mais s'arrêta soudainement. Son regard s'accrocha à Malik. Il sentit immédiatement que ce n'était pas de la pitié. C'était autre chose, une évaluation, froide et méthodique. « Vous avez un nom ?» demanda-t-elle, sa voix perçant le tumulte de la pluie. Il hésita un instant, puis répondit d'un ton rauque. « Malik. » Elle hocha la tête, comme si elle cochait mentalement une case. « Venez avec moi. » Il éclata de rire, un rire amer et sans joie. « C'est une blague ? Vous ramassez les sans-abri pour la charité ?» Elle ne s'y a pas. Ce n'était pas une demande, mais un ordre déguisé en proposition. « Je vous fais une offre. Une qui pourrait changer votre vie. » Malik savait que ce genre d'offre cachait toujours un piège. Mais il n'avait rien à perdre. Il fixa la femme un instant, cherchant à deviner ses intentions, puis haussa les épaules. Il monta dans la voiture. L'intérieur était plus luxueux que tout ce qu'il avait connu depuis des années. Les sièges en cuir souple, l'odeur de parfum raffiné, la chaleur réconfortante du chauffage. Il était dans un autre monde. La femme croisa les jambes et l'observa. « J'ai besoin d'un fiancé. » Les mots tombèrent, nets, précis. Malik cligna des yeux, pensant avoir mal entendu. « Pardon, je vous propose un contrat. Vous devenez mon fiancé pendant 1 an. En échange, vous recevez 1 million d'euros et une nouvelle identité. » Il la fixa, cherchant la supercherie. Son visage restait impassible, ses yeux verts rivés sur lui avec une intensité glaciale. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il finalement. « Parce que vous êtes une page blanche. Un homme sans attache, sans passé officiel. Je peux vous façonner comme j'en ai besoin. » Il laissa échapper un rire sec. « Et qu'attendez-vous de moi en retour ? Que vous jouiez le rôle à la perfection. Que vous soyez l'homme idéal aux yeux du monde. Donc je suis un produit que vous allez relooker et exhiber comme un trophée ?» Elle esquissa un mince sourire. « C'est une transaction, une opportunité. Vous pouvez refuser et retourner sous la pluie. Ou accepter et renaître. » Il observa la pluie ruisseler sur les vitres teintées. Ce qu'elle lui proposait était insensé. Mais il savait reconnaître une chance de s'en sortir quand elle se présentait. « Marché conclu » murmura-t-il en tendant la main. Elle la serra, son sourire énigmatique toujours accroché à ses lèvres. Le reste de la nuit se déroula dans un tourbillon d'instructions. Il fut conduit dans un hôtel 5 étoiles où une équipe l'attendait déjà. Il fut rasé, coiffé, vêtu d'un costume hors de prix. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, il ne se reconnut pas. « Vous êtes désormais Malik Beaumont » annonça la femme. Elle se tenait derrière lui, le regard satisfait. « Et vous, qui êtes-vous » demanda-t-il. Elle sourit, un sourire sans chaleur. « Élodie Sinclair. » Un frisson lui parcourut l'échine. Il venait de vendre 1 année de sa vie à une femme dont il ne savait rien. Mais il comprenait une chose. Ce marché, il ne le maîtrisait pas encore. Et il n'était peut-être pas le seul à jouer un rôle. La lumière tamisée de la suite d'hôtels soulignait chaque détail du décor luxueux. Malik se tenait face à un immense miroir, observant l'homme qui lui faisait face. Cet homme portait un costume parfaitement ajusté, ses cheveux étaient fraîchement coupés, sa barbe soigneusement taillée. Mais ce n'était pas lui. Il passa une main sur sa mâchoire, essayant de s'habituer à cette nouvelle apparence. Quelques heures plus tôt, il était encore sous la pluie, invisible aux yeux du monde.
Désormais, il était un homme de pouvoir en devenir, un projet façonné par une femme qui avait décidé de faire de lui son fiancé. Élodie Sinclair était assise dans un fauteuil en velours, le dos droit, une coupe de vin à la main. Elle l'observait avec cette expression neutre, presque analytique, comme si elle évaluait son travail. « Satisfait ?» demanda-t-elle finalement. Malik se tourna vers elle, croisant les bras. « C'est ce que vous vouliez, non? Un homme à votre image ?» Elle haussa un sourcil. « Un homme à mon niveau. » Son ton était sec, dénué d'émotion. Malik soupira et détourna les yeux vers la grande baie vitrée. Paris s'étendait devant lui, scintillante sous la nuit. Un décor qui ne lui appartenait pas encore. « Expliquez-moi une chose. Pourquoi tout ce cirque? Vous auriez pu embaucher un acteur, un mannequin, un homme d'affaires en faillite. Pourquoi moi? Elle posa lentement sa coupe sur la table basse, prenant le temps de répondre. Parce qu'un acteur joue un rôle, mais un homme comme vous n'a rien à perdre. Vous comprendrez vite que dans ce monde, l'apparence est tout, mais elle doit être ancrée dans quelque chose de réel. Il la fixa un instant, cherchant la faille dans son raisonnement. Ou peut-être que vous aimez avoir du pouvoir sur les autres. Les modeler à votre guise. Elle ne s'y a pas. Le pouvoir est une question de contrôle. Et j'ai besoin que tout soit sous contrôle. Il comprit alors que cette femme ne laissait rien au hasard. Son choix n'était pas une impulsion. Elle l'avait sélectionné précisément parce qu'il n'était personne, parce qu'elle pouvait l'utiliser sans risque. Quel est le plan maintenant? Demanda-t-il en s'adossant au bureau. Elle se leva et prit une tablette sur la table. Voici votre nouvelle identité. Malik s'approcha et lut les informations affichées à l'écran. Malik Beaumont. Un nom respectable, continua Élodie. Un passé propre. Vous êtes un homme d'affaires discret, récemment revenu de l'étranger après avoir fait fortune dans l'investissement immobilier et la finance privée. Il eut un rire sans joie. Ironique, pour quelqu'un qui ne possède même pas un matelas. Elle ignora sa remarque. Demain, vous rencontrerez mon cercle proche. Nous officialiserons nos fiançailles lors d'un gala dans une semaine. D'ici là, vous devez apprendre les bases de votre rôle. Et si je me plante? Si je fais quelque chose qui trahit la supercherie? Elle s'approcha, son regard perçant ancré dans le sien. Alors vous serez un problème. Et je ne tolère pas les problèmes. La menace était subtile, mais bien présente. Malik comprit qu'il venait d'entrer dans un jeu où l'échec n'était pas une option. Les jours suivants furent une véritable épreuve. Il passa des heures à apprendre à se comporter comme un homme du monde. Son coach personnel lui enseigna l'art de la conversation, la posture parfaite, le sourire calculé. Toujours le dos droit, pas d'hésitation, un regard assuré. Il devait mémoriser des dizaines de noms, des relations d'affaires, des anecdotes qu'il était censé connaître. La moindre incohérence pouvait être exploitée. « Pourquoi tous ces détails ?» demanda-t-il un soir, épuisé après une séance de formation interminable. « Parce que le diable se cache dans les détails », répondit Élodie sans lever les yeux de son dossier. Elle avait raison, ce monde n'accordait pas de seconde chance. Le soir fatidique arriva enfin. Élodie l'avait prévenu, ce dîner n'était pas un simple repas de famille. C'était un test. Lorsqu'ils entrèrent dans le restaurant privé, tous les regards se braquèrent sur lui. Antoine Sinclair, le patriarche, observait Malik comme un chasseur analysant sa proie. À ses côtés, sa femme affichait un sourire de façade, tandis que ses deux fils semblaient jauger le nouvel arrivant avec curiosité et mépris mêlés. « Papa, maman, voici Malik », annonça Élodie d'un ton mesuré. Un silence pesant s'installa. Antoine Sinclair prit une gorgée de son vin avant de poser son regard acéré sur lui. « Vous tombez bien, Malik. Nous avons beaucoup de questions. » Le sourire d'Élodie resta figé. Malik comprit alors que cette soirée ne serait pas une simple formalité. S'il échouait, il ne sortirait peut-être pas indemne de cette salle. Fatoumata était allongée sur le matelas dur, les yeux grands ouverts, fixant le plafond fissuré de la minuscule pièce. Son estomac vide lui faisait mal, mais ce n'était rien comparé à l'angoisse qui lui broyait la poitrine. Elle avait compris, elle était tombée dans un piège, et personne ne viendrait la sauver. Les heures s'écoulaient lentement, rythmées par les bruits de pas dans le couloir et les murmures indistincts des autres filles. Parfois, un cri étouffé traversait les murs, et chaque fois, un frisson d'horreur parcourait son échine. Elle voulait croire que tout cela n'était qu'un cauchemar dont elle allait bientôt se réveiller, mais l'odeur rance de la pièce et la douleur dans ses membres fatigués lui rappelaient la cruelle réalité. Son corps était engourdi, son esprit à la dérive. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle était enfermée ici. 2 jours ? 3 ? Le silence et l'isolement la rongeaient, érodant peu à peu son instinct de rébellion. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement, la lumière crue du couloir l'aveuglant un instant. 2 hommes entrèrent. L'un d'eux, celui qui lui avait pris son passeport, la regarda avec dédain. Debout, sa voix était tranchante, sans appel. Fatoumata ne bougea pas. L'homme s'approcha d'elle, attrapa son bras et la força à se lever. Son corps faible et déshydraté vacilla, mais il ne lui laissa pas le choix. « On n'a pas toute la nuit », grogna-t-il. Elle secoua la tête, murmurant un nom à peine audible. Son refus ne fit que l'agacer davantage.
Il serra son poignet avec plus de force, l'attirant violemment vers la sortie. Tu crois que tu as encore le choix? Le couloir était plus éclairé que sa cellule, mais l'atmosphère y était encore plus oppressante. Chaque porte qu'il croisait semblait renfermer un autre destin brisé. Elle pouvait sentir la peur imprégner les murs. On l'emmena dans une grande pièce où d'autres filles étaient alignées, silencieuses. Certaines avaient le regard vide, d'autres tremblaient, leurs mains serrées contre leur corps frêle. Un homme en costume noir, assis sur un fauteuil en cuir, les observait. Une nouvelle, murmura-t-il, amusé. Son regard froid balaya Fatoumata de la tête aux pieds, comme s'il évaluait une marchandise. Elle se sentit sale, humiliée, réduite à un simple objet. Elle voulait hurler, se débattre, mordre, frapper. Mais la peur paralysait chacun de ses muscles. Elle vit l'un des gardes lui tendre un morceau de tissu noir. Mais ça, elle fixa le tissu, incapable de bouger. L'homme en costume se pencha légèrement en avant, croisant les mains sur ses genoux. Tu refuses? Elle sentit son souffle s'accélérer. Tu veux que ta famille en paye le prix? Son estomac se retourna. Il sortit un téléphone de sa poche et le tendit devant elle. L'écran s'alluma. Des images de sa mère, de ses frères et sœurs au Sénégal apparurent. Nous savons où ils vivent, murmura-t-il. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle ne pouvait pas respirer. Son corps entier se mit à trembler. S'il vous plaît, c'est toi qui décides, Fatoumata. Soit tu obéis, soit nous nous occupons d'eux. Une larme roula lentement sur sa joue. Elle voulait mourir, elle voulait disparaître, mais elle ne pouvait pas condamner sa famille. D'une main tremblante, elle attrapa le morceau de tissu noir et le serra contre elle. L'homme sourit, satisfait. Voilà, c'est bien. Le garde derrière elle posa une main lourde sur son épaule. Viens. Fatoumata avança d'un pas mécanique. Elle n'était plus qu'une coquille vide. La descente aux enfers venait de commencer. Fatoumata avançait mécaniquement, son corps vidé de toute énergie, son esprit à la dérive. Elle se laissait guider à travers le couloir, sa vision floue à cause des larmes qu'elle retenait. Ses jambes semblaient sur le point de céder, mais l'homme derrière elle ne lui laissait aucun répit. Son poing serré sur son épaule lui rappelait qu'elle n'avait pas le choix. Dans sa tête, un seul mot tournait en boucle, survivre. Elle fut poussée dans une pièce faiblement éclairée, meublée d'un lit et d'un fauteuil en velours sombre. L'air était lourd, chargé d'un parfum sucré qui lui donnait la nausée. Une lampe diffusait une lumière tamisée, et l'ambiance avait quelque chose d'irréel, comme si elle venait d'entrer dans un cauchemar dont elle ne pourrait jamais s'échapper. Un homme était assis sur le fauteuil. Il portait un costume soigné et la regardait avec une expression d'ennui. Son regard glissa sur elle comme s'il évaluait un objet, et Fatoumata sentit son estomac se nouer. Elle voulut reculer, mais le garde derrière elle la força à rester en place. L'homme en costume prit une gorgée du verre posé à côté de lui avant de parler d'une voix posée, presque douce. On m'a dit que tu étais réticente. Fatoumata ne répondit pas. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. L'homme posa son verre et se leva lentement. Il s'approcha d'elle, et elle sentit son souffle se bloquer. Ici, personne ne dit non. Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait comme une menace. Elle ferma les yeux un instant, essayant de se convaincre qu'elle était ailleurs. Elle pensa à sa mère, à ses frères et sœurs, à son village. Elle voulait rentrer chez elle, retrouver la chaleur de sa maison, le rire des enfants qui couraient dans la cour poussiéreuse. Mais ce monde-là était désormais inaccessible. L'homme effleura son bras du bout des doigts, et ce simple contact la ramena brutalement à la réalité. Son corps entier se tendit. Il sourit légèrement, amusé par sa réaction. Tu apprendras vite. Fatoumata sentit la panique la submerger. Son corps refusait d'obéir, figé dans une peur absolue. Puis, sans prévenir, elle se débattit violemment, repoussant l'homme de toutes ses forces. Le garde derrière elle réagit immédiatement, l'attrapant par les bras et la maintenant fermement. L'homme en costume la fixa un instant, puis éclata de rire. Elle a du caractère. J'aime ça. Il s'approcha à nouveau, mais cette fois, son regard s'était durci. Tu crois pouvoir lutter? Fatoumata se débattit, mais la poigne du garde était trop forte. Laissez-moi partir, s'il vous plaît.
L'homme soupira, visiblement agacé. Tu sais, la douleur est un excellent professeur. Il fit un signe de la main, et immédiatement, le garde resserra sa prise, l'obligeant à s'agenouiller de force. Tu vas apprendre, Fatoumata. Que tu le veuilles ou non. Les larmes qu'elle avait contenues explosèrent. Elle ne voulait pas céder, mais son corps la trahissait. L'homme s'accroupit devant elle et attrapa son menton pour l'obliger à le regarder dans les yeux. Plus tôt tu comprendras, plus facile ce sera pour toi. Il se redressa et s'éloigna lentement. En attendant, garde-la ici. Sans eau ni nourriture. On verra combien de temps elle tiendra. Le garde la tira violemment en arrière et la traîna hors de la pièce. Elle sentit son dos heurter durement le sol froid. La porte se referma avec un claquement sinistre. Fatoumata resta là, recroquevillée sur elle-même, les bras serrés autour de son corps tremblant. L'obscurité l'enveloppa, étouffant ses sanglots. Elle comprenait désormais que ce qu'elle vivait n'était que le début d'un cauchemar encore plus sombre. Et personne ne viendrait la sauver. Fatoumata resta prostrée sur le sol froid, son corps tremblant sous l'effet de la faim, du froid et de la peur. L'obscurité de la pièce était totale, une prison sans issue. Elle ignorait depuis combien de temps elle était là. Son esprit oscillait entre la lucidité et un état second, où le silence et la solitude s'entremêlaient pour la consumer lentement. Son corps était affaibli, mais son esprit, lui, refusait de s'éteindre complètement. À un moment indéterminé, la porte s'ouvrit brusquement. Une lumière crue envahit la pièce, forçant Fatoumata à cligner des yeux pour s'adapter à l'éclat soudain. Une silhouette féminine entra et posa un plateau en métal au sol. L'odeur du riz froid et de l'eau stagnante emplit l'air. « Mange » murmura la femme. Fatoumata releva la tête avec difficulté. Ses lèvres étaient gercées, sa gorge desséchée, mais elle trouva la force de poser une question. « Pourquoi fais-tu ça » La femme hésita, observant Fatoumata avec un mélange de pitié et de résignation. « Parce que tu es comme moi, et comme toutes les autres ici. » Fatoumata sentit un frisson lui parcourir l'échine. La femme aux traits tirés, vêtue d'une robe simple et terne, semblait épuisée, usée par le poids de l'existence. « Comment sors-tu d'ici » murmura Fatoumata, sa voix à peine audible. Un silence pesant s'installa. La femme baissa les yeux, puis murmura d'une voix à peine perceptible. « Il y a un moyen. Mais c'est risqué. » Fatoumata sentit son cœur s'accélérer. L'espoir, ce sentiment qu'elle croyait mort, refaisait surface, fragile et incertain. « Dis-moi. » La femme jeta un coup d'œil vers la porte, puis s'agenouilla lentement à côté d'elle. « Il y a un homme. Un client. Il n'est pas comme les autres. Il pourrait t'aider. » Fatoumata fronça les sourcils. « Pourquoi ferait-il ça ? Parce qu'il a déjà aidé d'autres filles avant toi. » Le cœur de Fatoumata battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. « Comment puis-je lui parler ? Il vient demain soir. Je te dirai quoi faire. Mais attention, si quelqu'un découvre ton plan, tu seras puni comme jamais. » Fatoumata hocha la tête. Elle n'avait plus rien à perdre. La femme se leva et s'apprêta à partir. « Quel est ton nom » demanda Fatoumata avant qu'elle ne passe la porte. Elle se retourna lentement, un mince sourire triste sur les lèvres. « Amira. » Puis elle disparut, refermant la porte derrière elle. La nuit qui suivit fut longue. Fatoumata resta éveillée, le cœur battant d'appréhension et d'espoir. Son esprit oscillait entre la peur d'un échec et l'envie farouche de s'accrocher à cette infime chance de s'en sortir. Le lendemain soir arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Amira revint discrètement et lui glissa un petit papier froissé dans la main. « Glisse ça sous la table quand il sera là. Il comprendra. » Fatoumata hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. Peu après, on vint la chercher. Son corps était encore faible, mais elle savait qu'elle devait tenir bon. Elle fut conduite dans une chambre différente, plus grande, où une lumière tamisée réchauffait l'atmosphère. L'homme était là, assis sur un fauteuil, vêtu d'un costume sobre, il la regarda entrer avec une expression indéchiffrable. Fatoumata sentit la panique la submerger. Elle hésita, puis s'avança lentement. Il tendit la main, et elle déposa discrètement le papier sous la table, comme Amira lui avait dit de le faire. L'homme baissa les yeux, vit le papier et, sans un mot, le fit disparaître dans la poche de sa veste. Elle n'osa pas relever la tête. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Après un silence qui lui sembla interminable, il murmura d'une voix calme. « Demain, prépare-toi. » Elle releva les yeux, incrédule. Il la fixait, un éclat grave dans le regard. « Je vais t'aider. » Elle sentit ses jambes faiblir sous elle. L'espoir venait de renaître. Et cette fois, elle ne le laisserait pas s'éteindre. Fatoumata resta figée quelques secondes, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Son cœur battait à une vitesse folle. Depuis son arrivée dans cet enfer, elle n'avait connu que la peur et le désespoir. Pourtant, en un instant, un inconnu venait de lui donner une lueur d'espoir. Elle savait que ce ne serait pas facile. Elle avait vu ce qu'il faisait aux filles qui tentaient de fuir. Certaines avaient disparu, d'autres étaient revenues avec des blessures qui parlaient pour elles. Pourtant, elle ne pouvait pas rester ici. Lorsqu'elle fut reconduite dans sa cellule,
Amira l'attendait déjà, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Il a accepté ? Demanda-t-elle à voix basse. Fatoumata hocha la tête. Oui, il a dit de me préparer pour demain. Amira détourna le regard, mordillant nerveusement sa lèvre. C'est risqué, murmura-t-elle. Ils ont des hommes partout. S'ils découvrent ce que tu essaies de faire. Elle ne termina pas sa phrase, mais Fatoumata comprit. J'en suis consciente, répondit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Amira soupira, puis posa une main sur son bras. Alors tu dois être prudente. Elles restèrent silencieuses quelques instants. La nuit allait être longue. Fatoumata ne dormit presque pas. Chaque bruit dans le couloir, chaque porte qui grinçait lui donnait l'impression qu'ils avaient découvert son plan. Son esprit oscillait entre la peur et l'adrénaline. Demain, tout pouvait basculer. Le matin arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Comme d'habitude, on lui apporta un plateau de nourriture qu'elle n'avait pas la force d'avaler. Elle se força tout de même à manger un peu. Elle aurait besoin de force pour ce qui allait suivre. Amira revint en fin d'après-midi, l'air tendu. L'homme a confirmé. Il a laissé une voiture garée à quelques rues d'ici. Mais il y a un problème. Le sang de Fatoumata se glaça. Quoi ? Amira inspira profondément avant de répondre. Ils sont sur leur garde. Ils ont remarqué quelque chose d'étrange hier soir. La surveillance a été renforcée. Une vague de panique envahit Fatoumata. Alors je ne peux pas partir ? Si, mais ce sera encore plus dangereux. Fatoumata ferma les yeux un instant, cherchant un semblant de courage au fond d'elle. Elle n'avait pas le choix. J'essaie quand même. Amira hocha la tête. D'accord. Dès qu'ils t'emmèneront ce soir, tu devras trouver un moyen de t'éclipser. L'homme t'attendra derrière le bâtiment, près de l'arrière-cour. Mais il faudra être rapide. Le plan était risqué, mais c'était leur seule chance. La nuit tomba et le moment tant redouté arriva. Fatoumata fut conduite à une autre pièce, plus grande, où elle devait travailler. L'homme qui lui avait promis son aide était là, assis dans un fauteuil, l'air impassible. Elle inspira profondément avant de murmurer, à peine audible. « Je suis prête. » Il hocha la tête imperceptiblement, puis se leva et marcha lentement vers la porte. « Suis-moi. » Le garde dans le couloir jeta un regard suspicieux, mais ne dit rien. Fatoumata sentit son cœur s'accélérer. C'était maintenant ou jamais. Ils passèrent devant plusieurs portes fermées. Chaque pas semblait résonner plus fort que le précédent. Lorsqu'ils atteignirent un couloir secondaire, l'homme ralentit légèrement. « À gauche » murmura-t-il sans tourner la tête. Fatoumata comprit immédiatement. Elle jeta un dernier regard autour d'elle, puis bifurqua brusquement dans le couloir adjacent, disparaissant dans l'ombre. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle avançait en silence. Elle atteignit la porte arrière et posa la main sur la poignée. Elle était verrouillée. La panique monta en elle, mais elle ne pouvait pas abandonner. Elle chercha un autre passage. Une fenêtre, légèrement ouverte, donnait sur l'arrière-cour. Elle entendit des voix dans le couloir derrière elle. Ils allaient la retrouver. Elle n'eut pas le temps de réfléchir. Elle se hissa tant bien que mal à travers la fenêtre et se laissa tomber de l'autre côté. L'impact fut douloureux, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Une voiture était garée au bout de la ruelle. Elle courut aussi vite que ses jambes affaiblies le lui permettaient. Elle entendit un cri derrière elle. Elle s'enfuit. Le moteur de la voiture ronronna alors qu'elle atteignait la portière. L'homme au volant lui ouvrit rapidement. « Monte !» Elle s'engouffra à l'intérieur au moment où des hommes surgissaient au bout de la ruelle. Les pneus crissèrent alors que la voiture démarrait en trombe. Fatoumata ne put retenir un sanglot de soulagement. Elle était sortie, mais la fuite ne faisait que commencer. La voiture filait à toute allure à travers la ville plongée dans l'obscurité. Fatoumata, recroquevillée sur le siège passager, sentait son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. L'adrénaline parcourait chaque parcelle de son corps, ses mains moites tremblaient sur ses genoux. L'homme au volant gardait les yeux fixés sur la route, ses doigts crispés autour du volant. Son visage restait impassible malgré la tension qui pesait dans l'air. Il avait l'air concentré, habitué aux situations d'urgence. « Ils vont nous poursuivre » murmura-t-il. Fatoumata jeta un regard derrière elle, cherchant à travers la vitre arrière des signes de leurs poursuivants. « Rien pour l'instant. Où allons-nous » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Il y a une planque, un peu plus loin » répondit-il sans détourner les yeux de la route. « Mais il faut semer toute trace avant d'y aller. » Fatoumata hocha la tête. Son esprit était encore embrouillé par les événements de la nuit. Elle peinait à réaliser qu'elle était réellement dehors, loin de cette prison où elle avait cru que son destin était scellé. Pourtant, elle savait que le danger n'était pas encore écarté. Quelques minutes s'écoulèrent dans un silence pesant. Puis, un bruit de moteur résonna derrière eux. « Merde !» grogna l'homme en accélérant. « Ils nous ont retrouvés. » Fatoumata sentit son estomac se nouer. Elle tourna la tête et aperçut deux voitures noires à quelques mètres derrière eux, leurs phares perçant l'obscurité. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. « Accroche-toi » dit-il avant de donner un brusque coup de volant. La voiture s'engagea dans une rue plus étroite, filant entre des bâtiments sombres. Les roues crissèrent violemment sur l'asphalte. Fatoumata se cramponna au tableau de bord, son cœur tambourinant à un rythme effréné.
Ils sont toujours là, cria-t-elle. L'homme ne répondit pas. Il gardait son calme, mais son regard était plus vif, plus tranchant. Il prit un virage serré, puis un autre, essayant de les semer. Mais les poursuivants tenaient bon. Fatoumata sentit la panique la submerger. Si elle se faisait reprendre maintenant, ce serait la fin. Il y a un tunnel plus loin, annonça l'homme. S'ils nous suivent dedans, on a peut-être une chance. Le véhicule fonça droit vers une entrée sombre, un passage souterrain mal éclairé. À peine eurent-ils franchi le tunnel qu'il coupa brutalement les phares et ralentit. Fatoumata retint son souffle. Les voitures noires entrèrent à leur tour dans le tunnel, leurs phares balayant les murs tagués. L'homme s'engagea sur une bretelle secondaire, se glissant dans une petite allée sombre, presque invisible depuis la route principale. Il arrêta la voiture et éteignit le moteur. Le silence s'abattit sur eux. Fatoumata n'osait pas bouger, à peine respirer. Les phares des poursuivants passèrent à quelques mètres d'eux. Pendant un instant, elle crut que c'était fini, qu'ils allaient les repérer. Mais après quelques secondes, les voitures continuèrent leur route. Fatoumata sentit son corps s'effondrer sous l'effet du soulagement. C'était moins une, souffla-t-elle. L'homme hocha la tête, allumant le moteur sans remettre les phares. On ne peut pas rester ici. On va à la planque. Fatoumata ferma les yeux un instant, essayant de reprendre son souffle. Ils avaient réussi à les semer, mais pour combien de temps ? La planque était un petit appartement miteux, situé dans une ruelle sombre où personne ne viendrait poser de questions. L'homme referma la porte derrière eux et verrouilla les verrous avant de se tourner vers Fatoumata. Ici, tu es en sécurité pour quelques heures. Après ça, il faudra bouger. Elle hocha la tête, observant la pièce avec méfiance. Qui es-tu ? Demanda-t-elle enfin. Il s'appuya contre le mur, croisant les bras. Malik, je travaille pour des gens qui essaient d'aider celles qui se retrouvent piégées comme toi. Fatoumata sentit sa gorge se nouer. Pourquoi fais-tu ça ? Il la regarda, un éclat sombre dans les yeux. Parce que j'ai vu trop de filles disparaître sans qu'on ne fasse rien. Elle baissa les yeux, serrant les poings. Et maintenant, on te fait quitter le pays. Elle releva la tête brusquement. Quoi ? Il te traque, Fatoumata. Tant que tu es ici, tu es en danger. Une vague de peur l'envahit. Comment ? Un convoi part demain matin. Si tu veux vivre, tu dois partir avec lui. Fatoumata sentit son cœur s'accélérer. Elle venait à peine de s'échapper et voilà qu'elle devait déjà tout quitter à nouveau. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Son combat pour la liberté n'était pas terminé. Fatoumata s'assit sur le vieux matelas posé à même le sol, le regard fixé sur la poussière qui recouvrait le sol de la pièce. Son corps était encore secoué par l'adrénaline de la fuite, mais son esprit tentait déjà d'anticiper la suite. Malik était assis en face d'elle, un téléphone entre les mains. Il tapait rapidement un message avant de relever les yeux vers elle. Le convoi part à l'aube. On doit être prêt avant. Fatoumata hocha la tête, incapable de formuler une réponse. Elle savait que rester ici était trop risqué. Il la cherchait et, tôt ou tard, il finirait par la retrouver. Pourtant, quitter cet endroit ne lui garantissait pas une sécurité totale. Elle ne connaissait rien du monde extérieur et devait maintenant faire confiance à cet inconnu qui venait de lui sauver la vie. Elle prit une inspiration tremblante avant de poser la question qui lui brûlait les lèvres. Ce convoi, où va-t-il exactement ? Malik rangea son téléphone et croisa les bras. Il te conduira à un autre pays, quelque part où ils ne pourront plus te retrouver. L'idée de disparaître totalement lui faisait peur. Elle avait déjà perdu une partie d'elle-même dans cet enfer, et maintenant, elle devait abandonner jusqu'à son identité. Est-ce que je pourrais rentrer un jour chez moi ? Malik baissa les yeux, puis répondit d'une voix grave. Pas maintenant, mais si tu restes ici, tu ne vivras pas assez longtemps pour te poser la question. Fatoumata sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait qu'il avait raison. La nuit s'étira lentement, rythmée par les bruits lointains de la ville. Malik restait alerte, écoutant chaque son provenant de l'extérieur. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à son téléphone, attendant probablement une confirmation de leur contact. Fatoumata, elle, n'arrivait pas à dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de ses ravisseurs, leur regard plein de mépris et de violence. Elle revoyait les murs de cette chambre où elle avait été enfermée, la douleur, la peur, l'humiliation. Son corps était libre, mais son esprit était toujours prisonnier. Quelques heures avant l'aube, Malik se leva brusquement. On doit bouger. Fatoumata se redressa immédiatement, sentant l'angoisse grimper en elle. Ils nous ont retrouvés ? Non, mais il ne faut pas attendre qu'ils le fassent. Elle hocha la tête et se leva, les jambes encore engourdies. Malik ouvrit doucement la porte et jeta un coup d'œil dehors. L'air nocturne était glacial, et les rues étaient désertes à cette heure. Ils avancèrent rapidement, longeant les murs, évitant les endroits trop éclairés. Chaque bruit suspect faisait sursauter Fatoumata, qui jetait des regards nerveux derrière elle. Après plusieurs minutes de marche, ils arrivèrent à une ruelle plus sombre où un camion blanc était garé. 2 hommes attendaient à côté, surveillant les environs. Malik fit signe à Fatoumata d'attendre avant de s'approcher d'eux.
Les trois hommes échangèrent quelques mots à voix basse, puis Malik fit un signe de tête en direction du camion. Monte. Fatoumata hésita une seconde. Elle savait que ce camion représentait sa seule chance de survie, mais il symbolisait aussi le point de non-retour. Elle inspira profondément et grimpa à l'arrière du véhicule. L'intérieur était sombre, aménagé avec quelques couvertures et des caisses empilées. Elle s'assit, se recroquevillant sur elle-même tandis que Malik referma la porte. Quelques instants plus tard, le moteur vrombit, et le camion démarra. Le silence régna dans l'habitacle. Fatoumata sentit la fatigue l'envahir, mais elle lutta pour rester éveillée. Elle savait que chaque minute passée dans ce camion l'éloignait un peu plus de son passé. Malik s'assit en face d'elle, les bras croisés. On sera en sécurité une fois la frontière passée. Fatoumata leva les yeux vers lui. Et après, Malik haussa les épaules. Ça dépend de toi. Tu es libre maintenant. Libre. Le mot résonna en elle, étranger, presque irréel. Elle baissa la tête, laissant une larme couler sur sa joue. Elle n'avait jamais cru qu'elle reverrait un jour la liberté. Le camion roulait depuis plusieurs heures sur une route sinueuse, traversant des paysages que Fatoumata ne reconnaissait pas. L'obscurité de la nuit avait laissé place à une lueur grise annonçant l'aube, mais elle n'arrivait pas à se sentir soulagée. Assise à l'arrière du véhicule, son dos appuyé contre les parois métalliques froides, elle fixait le sol poussiéreux. Son corps était épuisé, mais son esprit refusait de se reposer. Chaque kilomètre parcouru la rapprochait de la frontière et, potentiellement, de la liberté. Pourtant, une angoisse persistante lui rongeait l'estomac. Malik, assis en face d'elle, jetait régulièrement des coups d'œil vers la petite ouverture qui laissait filtrer la lumière extérieure. Son visage restait fermé, concentré sur l'itinéraire. Fatoumata brisa le silence. « Es-tu sûre que nous sommes en sécurité ?» Malik tourna la tête vers elle, hésita un instant avant de répondre. « On n'est jamais complètement en sécurité tant qu'on est encore sur leur territoire. » Cette réponse ne fit qu'accentuer son malaise. Elle savait qu'il disait la vérité. Ses ravisseurs avaient prouvé qu'ils étaient prêts à tout pour la récupérer. Le camion ralentit légèrement avant de s'arrêter brusquement. Le conducteur ouvrit la petite trappe qui séparait l'avant du compartiment arrière et murmura d'une voix tendue. « Il y a un barrage devant. » Le cœur de Fatoumata rata un battement. « Quel genre de barrage ?» demanda Malik en se levant. « Des hommes armés. Ce ne sont pas des policiers. » Fatoumata sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Ils avaient été retrouvés. Malik réfléchit rapidement avant de se tourner vers elle. « Écoute-moi bien. S'il ouvre la porte, ne fais aucun bruit. Ne bouge pas. » Fatoumata hocha la tête, incapable de parler. Des voix s'élevèrent à l'extérieur. Un homme posait des questions au conducteur, demandant d'ouvrir l'arrière du camion. Le sang de Fatoumata se glaça. La porte grinça, la lumière du matin inondant brusquement l'espace confiné. Trois hommes armés se tenaient là, inspectant l'intérieur du véhicule. L'un d'eux avança d'un pas, ses yeux sombres balayant l'espace avant de s'arrêter sur Malik. « Descendez du camion », ordonna-t-il. Malik ne bougea pas immédiatement. Il jaugea la situation, puis fit un signe discret à Fatoumata. Elle comprit qu'il lui disait de rester immobile. Il descendit lentement, les mains bien en vue. « Nous transportons des marchandises, rien d'illégal. » L'homme haussa un sourcil, un sourire moqueur étirant ses lèvres. « Des marchandises, hein ?» D'un signe de tête, il ordonna à l'un de ses hommes de fouiller l'arrière du camion. Fatoumata retint son souffle alors que l'homme montait et inspectait les caisses. Son regard passa sur elle, mais il ne sembla pas immédiatement la reconnaître. Elle garda les yeux baissés, tentant de faire corps avec l'ombre. L'homme hésita, puis haussa les épaules. « Rien d'anormal, chef. » Le premier homme s'approcha de Malik, un regard perçant ancré dans le sien. « Vous êtes sûr que vous n'avez rien à cacher ?» Malik soutint son regard sans ciller. « Vérifiez par vous-même. » Un silence pesant s'étira entre eux. Puis, après un long moment, l'homme fit un signe de tête et recula. « Allez-y, mais faites attention sur la route. » Le conducteur ne se fit pas prier. Il remonta dans le véhicule et redémarra aussitôt, laissant les hommes derrière eux. Fatoumata sentit son corps se détendre, mais elle savait que le danger n'était pas écarté. Malik se rassit en face d'elle, son regard plus sombre que jamais. « On a eu de la chance », murmura-t-il. Elle acquiesça faiblement. Que se serait-il passé s'il m'avait reconnu ? Il ne répondit pas immédiatement. Il ne t'aurait pas laissé partir. Elle frissonna en imaginant ce qui aurait pu arriver. Le reste du trajet se fit dans un silence tendu. Quelques heures plus tard, le conducteur annonça qu'ils approchaient de la frontière. Fatoumata jeta un regard à Malik, cherchant une confirmation silencieuse. « Encore un dernier contrôle et on sera de l'autre côté, dit-il. » Elle inspira profondément, son cœur battant plus fort. Elle n'avait jamais été aussi proche de la liberté. Le camion roulait lentement sur la route cahoteuse, le paysage défilant en une succession de plaines arides et de petites collines rocheuses. Fatoumata fixait l'horizon, son cœur battant au rythme irrégulier de l'espoir et de l'angoisse. Elle savait que la frontière était proche, à quelques kilomètres à peine.
Malik, assis en face d'elle, surveillait silencieusement l'environnement à travers une petite ouverture. Son visage restait impassible, mais Fatoumata pouvait sentir la tension qui l'habitait. Ils étaient presque arrivés, mais elle savait qu'ils n'étaient pas encore en sécurité. Le conducteur ralentit encore, murmurant quelques mots à travers la trappe. On approche du dernier contrôle. Après ça, vous serez libre. Fatoumata sentit son estomac se tordre. Elle voulait y croire, mais la peur de l'inconnu ne la quittait pas. Elle inspira profondément, s'efforçant de ne pas laisser son anxiété prendre le dessus. Lorsque le camion s'arrêta, un silence pesant s'installa. Des voix s'élevèrent à l'extérieur, un échange bref entre le conducteur et un garde. Puis des pas résonnèrent autour du véhicule. Fatoumata ferma les yeux, priant pour que ce ne soit qu'une formalité. Les secondes s'étirèrent, interminables. Puis, finalement, un bruit métallique retentit et la porte arrière du camion s'ouvrit lentement. Un homme en uniforme apparut, observant l'intérieur du véhicule d'un œil suspicieux. Son regard s'attarda sur Malik, puis sur Fatoumata. « Vous transportez quoi » demanda-t-il au conducteur. « De la marchandise » répondit ce dernier avec un calme maîtrisé. L'homme observa un instant, puis hocha lentement la tête. « Continuez ». Il referma la porte et, quelques instants plus tard, le camion reprit son chemin. Fatoumata sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle avait du mal à y croire. « On a réussi » demanda-t-elle à voix basse. Malik acquiesça en souriant légèrement. « Oui, tu es libre maintenant. » Ces mots lui semblèrent irréels. Le camion s'arrêta quelques kilomètres plus loin, dans une zone isolée. Malik ouvrit la porte et lui fit signe de descendre. Fatoumata posa un pied hésitant sur le sol, le soleil matinal réchauffant sa peau. Elle inspira profondément l'air frais, comme si elle respirait vraiment pour la première fois depuis des mois. Autour d'eux, quelques bâtiments délabrés et une route poussiéreuse s'étendaient à perte de vue. Rien n'indiquait qu'elle était en sécurité, mais quelque chose en elle savait qu'elle venait de franchir une étape décisive. Malik se tourna vers elle, son regard grave. « Maintenant, tu dois décider de la suite. » Elle releva les yeux vers lui, incertaine. « Qu'est-ce que je vais devenir ?» Il croisa les bras, réfléchissant un instant. « Il y a un centre d'aide pour les femmes comme toi. Ils peuvent t'aider à te reconstruire, à trouver un moyen de repartir à zéro. » Fatoumata hocha lentement la tête. « Et toi ?» Malik haussa les épaules. « Mon travail s'arrête ici. Il y a encore d'autres filles à sauver. » Un silence s'installa entre eux. Elle savait qu'elle lui devait la vie, mais elle savait aussi qu'il appartenait à un monde différent du sien, un monde où l'on se battait dans l'ombre pour arracher des vies aux ténèbres. « Merci » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Malik la regarda un instant avant de hocher la tête. « Sois forte, Fatoumata. » Elle le regarda s'éloigner, son cœur partagé entre gratitude et tristesse. Elle était seule à présent, mais cette fois, elle n'avait plus peur. Quelques heures plus tard, elle arriva au centre d'aide. L'endroit était modeste, mais chaleureux. Une femme d'âge mûr l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Bienvenue, ma fille. Ici, tu es en sécurité. » Fatoumata sentit ses yeux s'embuer de larmes. Elle était enfin libre, mais elle savait que la vraie bataille commençait maintenant. Les semaines passèrent. Petit à petit, elle apprit à se reconstruire. Elle participa à des séances de soutien, échangea avec d'autres survivantes. Elle partageait toute la même douleur, la même rage de vivre. Puis, un jour, on lui proposa d'aider d'autres femmes. Elle accepta sans hésiter. Elle avait trouvé un nouveau but. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle était devenue une combattante. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Chaque décision compte dans ce jeu de pouvoir, alors dites-moi en commentaire, auriez-vous trahi les Sinclair ou joué votre propre jeu ? Laissez un like si vous avez aimé et partagez cette histoire pour en faire profiter d'autres amateurs de suspense. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous offrir des récits aussi intenses. À très bientôt pour une nouvelle intrigue.